Science, philosophie, conneries. Du 27 décembre 2020. Le but de la science est d'augmenter la connaissance en expliquant ce qui fonctionne, et de créer de nouveaux modèles susceptibles de fonctionner. Son but n'est pas la vérité, mais des vérités qui peuvent être réfutées, émergent de son processus de quête de connaissance. Celui qui ne connaît rien, ou si peu, ne peut avoir aucun point de vue valable sur ce qu'est ou n'est pas la vérité. Le but de la philosophie est de traquer l'erreur. Non pas d'énoncer la vérité, mais de traquer l'erreur. Autrefois, il s'agissait pour elle de chercher la vérité, mais le XXe siècle et Wittgenstein, puis les constructivistes, sont passés par là. La tendance hygiène mentale de la philosophie, qui a toujours été très présente, est donc devenue prioritaire. Apprendre à bien raisonner est devenu capital. Et on le fait par soustraction de ce que sont nos erreurs identifiées. Bah ouais, quand on explique soi-même, les autres, le monde, avec des histoires, des mythes, on n'a pas trop besoin de savoir raisonner. À quoi bon chercher à bien raisonner quand on a déjà les solutions à tout, hein ? Quand le scientifique bute, c'est le philosophe en lui, ou autour de lui, qui lui fait ou non décaler sa pensée. Sans philosophie, la science réduit le monde. Avec la philosophie, la science relie et peut avancer non pas à l'aveugle, mais pour le bien humain. Celui qui n'a pas compris ce qu'est la science et ce qu'est la philosophie ne peut que vivre dans l'erreur, celle de ses a priori, de ses besoins qu'il confond avec des vérités, tout en relativisant celles des autres. Il vit dans les clichés circulant dans les masses par absence de réflexion. Il ne raisonne pas. Il émet sans discontinuer des phrases toutes faites en sélectionnant, sans même s'en rendre compte, celles qui lui donnent le plus de pouvoir sur ses semblables, sur le monde. Du moins, le croit-il, vu qu'il ne creuse pas ses présupposés. Et quand il daigne avoir recours à la science, c'est toujours pour s'auto-valider et démolir toute concurrence idéologique ou commerciale. C'est un processus général qui touche beaucoup de gens. Celui de l'ignorance dont les fondations, lors de tout affrontement, direct ou indirect, sont nourries de sciences à géométrie variable. On le voit dans les débats sur le net, comme on le voit aussi aux attaques menées contre la méthode Lafay. Plutôt que de s'intéresser aux sources que je donne, création de nouveaux modèles à l'aide des sciences systémiques, qui étayent et sont étayés par des dizaines de milliers de photos et témoignages de réussite publique, on voit fréquemment des personnes me considérant comme un concurrent sérieux, sélectionner dans le flot d'études à leur disposition de quoi non pas tenter d'expliquer ce qui fonctionne, mais de quoi nier le réel. Il s'agit de créer une histoire qui les arrange, au mépris des faits, et d'omettre bien évidemment les sources qui les dérangent. Ce processus de négation du réel, à des fins de valorisation de soi et de destruction de ce qui dérange, est devenu la norme. C'est le processus de la concurrence identitaire, à fin commerciale ou non. Ainsi, celui qui se pavane avec une étiquette de zèbre ou haut potentiel, pour ne citer que cela, est très souvent une personne qui parle de tolérance et affirme que tout se vaut, faut pas juger. Sur de nombreux sujets, elle affirmera avec fierté et constance que la science se trompe tout le temps. Dès que ce qu'on dit la dérange, en fait. Tout est relatif, erroné, sauf son étiquette, à laquelle il se rattache mordicus, invoquant de manière tout à fait paradoxale la science pour justifier l'aspect indiscutable de sa grande valeur personnelle. C'est assez ironique de tout vouloir relativiser, rabaisser, sauf soi-même. L'assoiffé de valorisation personnelle, toujours aux dépens de quelqu'un, sans jamais remettre en question ses présupposés, sans traquer ses erreurs épistémologiques, admet donc certaines vérités qu'il sort constamment comme la carte magique compte triple, pour être sûr de gagner à tous les coups. Il y a un ensemble de vérités qu'il ne veut surtout pas réfuter. Prenons l'exemple du haut potentiel, qui nie la science quand ça l'arrange, soit très souvent. Est-ce une science exacte qui a élaboré la catégorie haut potentiel ? Auquel cas, le prétendu génie se contredit. Ou est-ce juste une histoire, comme ferait la référence à Popper dont je parle ci-dessous ? Une histoire très subjective, commodément acceptée et validée par ceux qui s'y retrouvent. Auquel cas, vu que c'est une histoire, on n'est pas obligé de l'accepter, de s'y plier, et donc de se soumettre à celui qui s'affirme supérieur, comme ça, armé de son étiquette. Dans un tel cadre, ce qui s'applique ici, c'est la concurrence des histoires, des fictions sur soi. Et celui qui aura raison, c'est celui qui aura plus de pouvoir, ou plus de persévérance idiote, ou plus de copains pour écraser l'adversaire. Vous voyez que c'est quand même mieux d'adopter l'argumentatif, le scientifique, le logique, afin de pouvoir coexister le plus pacifiquement possible. À moins qu'on ne veuille pas coexister pacifiquement, malgré les discours de tolérance affichés. C'est si valorisant d'être tolérant.
Et dans ce cas, tout s'explique. Je vais en finir en parlant un peu de Popper, le philosophe des sciences, qui a théorisé la distinction entre science et non-science, et qui est depuis le socle conceptuel de la démarche scientifique. En ce qui me concerne, je suis tout à fait disposé à ce qu'un haut pot-au-feu ou un euro yaourtique réfute pas à pas mes articles ici même. Avec des arguments, construits, ordonnés, pas avec des jugements ou une histoire à visée automasturbatrice. La masturbation de la masturbation. Je rappelle pour ce faire que Popper, le philosophe des sciences, a distingué descriptif et argumentatif pour scinder fiction et raisonnement de type scientifique. Par exemple, Lise Bourbeau veut expliquer le monde en racontant une histoire. Elle affirme, beaucoup, en plaçant les preuves dans un au-delà invérifiable. Et peu importe la logique. La logique, on s'en fout, puisque le but de l'histoire est de mettre un pansement provisoire sur le cœur des hommes. Un simple philosophe ne commettra pas, le plus souvent, cette erreur. Il sera très attentif aux failles logiques de son raisonnement. Et s'il ne les voit pas, un autre reprendra le flambeau et fera progresser la pensée. Le but d'un intervenant, écrivain ou personne lambda, est-il de proposer une histoire qui le sécurise ou de faire œuvre de pensée en raisonnant de manière à traquer ses erreurs, de faire donc un travail d'hygiène mentale. C'est là qu'on distingue le conteur du penseur ou du savant. Et c'est un bon prisme à retenir et utiliser quand on est face à un commentaire, sur le net ou dans la vraie vie.